thématique de ce café, c'est trouver son équilibre. On a trouvé que le mois de janvier était un bon moment pour en parler, parce qu'en janvier, c'est souvent la période des résolutions. On fait le point, on se fixe de nouveaux caps. On peut re-questionner sa manière de vivre sa santé, sa famille, sa vie amoureuse, le travail. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas son rôle d'aidant. Alors, c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas toujours conscience de ce rôle. Et donc aujourd'hui, on vous propose de parler de ce sujet, de comment trouver son équilibre en tant qu'aidant. C'est vrai que dans de précédents cafés, on a beaucoup parlé de la thématique du répit, de la question des professionnels, des services qui peuvent être mobilisés. Et aujourd'hui, ça sera sans exclure l'apport de ces services-là. On aura un café qui sera un petit peu plus introspectif, on va dire, et pour se poser la question de comment on se préserve, comment on se pose la question de ses besoins, de ses ressources. Comment on peut rendre son quotidien plus doux quand on est aidant? Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce café Céline Martinez et Séverine Feltou, qui sont toutes les 2 mamans aidantes et respectivement psychologues cliniciennes et hypnothérapeutes. Écoutez, je vous propose qu'on commence, alors à toutes les 2, peut-être assez brièvement que vous nous racontiez, votre situation, d'aidante, comment vous êtes devenue aidante et peut-être les répercussions que ça a pu avoir dans vos vies? Je suis donc Séverine, je suis la maman d'un jeune homme de 14 ans qui s'appelle Augustin, qui a une maladie génétique très rare et donc qui a occasionné chez lui donc une paralysie cérébrale et donc qui est en handicap moteur global, hein, en handicap, je veux dire, de développement plutôt global, pardon, et donc qui se matérialise par un handicap moteur, mental, cognitif, trouble du comportement. Il a un peu de tout, un peu partout. Voilà. Et donc aujourd'hui, il est scolarisé dans un institut spécialisé dans Paris, dans le 15e. Voilà. La petite entrée en matière par rapport à mon rôle d'aidant. Et accessoirement, j'ai aussi été enfant aidant, puisque j'ai accompagné aussi mon père avec une maladie de Parkinson, donc il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Et j'ai une maman aussi très âgée, qui a 90 ans, donc voilà, qui demande de plus en plus d'aide aussi au niveau, voilà, au niveau dépendance, en fait, de la personne âgée. Voilà. Alors pour ma part, je suis Céline Martinez, psychologue clinicienne, et je suis la maman de 3 enfants de 25, 20 et 13 ans, et c'est le dernier qui est porteur d'une des maladies rares les plus graves répertoriées dans le monde. C'est une maladie qui a 2 symptômes majeurs. Ce sont des enfants qui naissent et qui n'ont pas de force, donc ils ne peuvent pas pleurer ni téter ni jouer, soulever des jouets. Donc ça dure un long moment. Puis au fur et à mesure de la vie, ils arrivent à se mettre debout à force de rééducation multiple. Mais ils vont toujours garder cette fatigabilité. Et l'autre symptôme majeur qui contamine notre vie sociale de façon assez effroyable, c'est de ne pas avoir de sensation de satiété. Ce sont des enfants qui ont faim tout le temps. Ils ont une hormone dans le corps qui circule et donc ils sont attirés par la nourriture et puis aussi mentalement, donc ils ont des obsessions. Et donc si on ne les protège pas, ils deviendraient obèses. Donc ce sont des enfants qui demandent dès la naissance une vigilance extrême et pour la vie entière, il ne sera jamais autonome. Il est en institut médico-éducatif, il a donc 13 ans. Et j'ai compris que j'étais devenue aidante au bout de la 3e année. Voilà, c'est un mot qui m'a beaucoup aidée à cerner cette drôle de vie qui s'est abattue assez rapidement dès sa naissance. Et donc aujourd'hui, je couple tout ce que m'a enseigné la psychologie et ce que je vis au cœur du réacteur auprès de mon enfant, parce que effectivement, ça a eu des répercussions très très importantes qui aujourd'hui sont mis en lumière par tout un tas de structures ou de regards qui est porté par la société. Donc être aidant, c'est un métier
Et c'est un métier qui appelle des devoirs, mais aussi des soins. Voilà. Merci Céline et merci Séverine. Et du coup, selon vous, donc à la fois au travers de vos vies personnelles et familiales et de l'accompagnement que vous avez dans vos vies professionnelles, quel genre de répercussions a le rôle d'aidant pour les personnes qui le vivent? Bah, les répercussions sont multiples, hein, donc moi notamment par rapport à un enfant, c'est-à-dire que ça a des répercussions sur la vie professionnelle, sur la vie sociale, sur la santé mentale, sur la santé physique. Voilà, ça a forcément un ensemble en fait de répercussions parce que quand on est aidant, bah, je dirais le point commun de tous les aidants, je pense, c'est qu'on a tendance un peu à s'oublier par moment. Voilà, on est tellement dévoué à l'autre. En fait, il y a cette. Alors, la vie est bien faite, c'est-à-dire qu'instinctivement, on a cet instinct en fait de se jeter à corps perdu dans l'aide vis-à-vis de l'autre. Et en même temps, c'est là où c'est un jeu d'équilibre en permanence où comment pas trop dépasser la limite pour justement pas s'oublier, pour pouvoir continuer à être là en fait pour l'autre et être là en bonne santé physique et mentale, je dirais. Effectivement, Séverine, je te rejoins parce que nous sommes vraiment consoeurs et j'imagine que ça doit résonner aussi dans vos esprits. Effectivement, le rôle des dents, c'est un rôle de compensation à la fragilité, la vulnérabilité, la maladie ou les difficultés que va rencontrer notre proche. On va essayer de continuer à maintenir le proche dans son circuit de vie, dans sa dignité, au mieux de ses capacités et des nôtres. Et effectivement, le fait de compenser, comme nous sommes des humains, où on a, comme disait Séverine en préparation de ce café, nous avons 3 journées en une, ou alors à un moment donné, on arrive à des situations extrêmes parce que à force de donner, 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 de ne pas recevoir, de ne pas prendre de temps pour soi, on va être impacté. Personnellement, quand mon enfant est né, j'étais sous le coup d'une adrénaline pendant plusieurs années. C'est-à-dire que j'ai déconstruit ce que me disaient les médecins. Et comme c'était mon enfant, je serais allée à genoux pour faire en sorte qu'il marche, qu'il parle, qu'il fasse du vélo, qu'il vive. Donc, pardonnez-moi le terme, mais je me suis défoncée, ce qui était très grave. J'aurais dû être prévenue. Comme maintenant que je peux prendre du recul, c'est vrai que c'est un sacré marathon que de rentrer dans les danses. Il faut vraiment repérer que nous sommes des hyper vigilants, nous sommes des hyper présents, on est vraiment des hyper. On se dévoue, effectivement, on se conditionne, c'est l'aider qui va organiser la vie de la famille, la vie du couple. Et malheureusement, dans les entreprises, les salariés aidants se taisent pour éviter d'être stigmatisés. Maintenant, il y a un grand travail qui est fait au niveau des ressources humaines pour justement être à l'écoute de ces difficultés, pour pouvoir organiser la vie du salarié et le soutenir. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des temps des danses, si on est jeune, enfin, dans les danses, si on est jeune aidant ou on est aidant depuis 5, 6, 7 ans ou alors de plus de 10 ans, effectivement, on va s'apercevoir que ça peut impacter ou l'esprit ou le corps. Parce qu'on atteint des niveaux de stress. Et le fait d'être tout le temps dans cette mécanique du faire, de devoir être très vigilant à l'observance des médicaments, de devoir aider la personne à se posturer si elle est porteuse de difficultés motrices, le passage du lit à la chaise roulante ou essayer de protéger une personne qui est en train de marcher dans la rue, dans tous ces obstacles dont on ne se rend pas compte quand on est une personne classique. Voilà, cette hyper-vigilance, cette hyper-présence fait qu'on va dévorer notre énergie. C'est extrêmement énergivore. Et donc, ça peut impacter, alors en grande majorité, ça impacte le sommeil. On n'a pas des sommeils extrêmement récupérateurs. Et pour peu que la personne ait besoin de soins la nuit,
on va se retrouver vraiment le lendemain dans un état de vigilance qui peut être perturbé. Il peut y avoir aussi, donc, par effet rebond, des impacts sur notre alimentation. C'est-à-dire que quelquefois, parce qu'il y a une crise ou parce qu'il y a un manque de temps ou parce qu'on est épuisé, on va mal se nourrir. Or, comme des sportifs de haut niveau, on a besoin de magnésium parce qu'on gère des situations souvent de stress ou, comme je vous disais, de chronicité. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des nutriments qui nous aident. On a besoin d'énergie, on a besoin de vitamines, parce que sinon aussi, ça peut impacter le système immunitaire. Voilà, donc là, c'est un petit peu un tableau noir, mais j'aurais préféré qu'on me le dise, tout ça, pour que, en amont, je positionne tout mon petit pactage pour pouvoir progresser dans cette vie de l'accompagnement. Céline, pardon, par rapport à ce que tu dis. Moi, un jour, on m'a fait la métaphore que je récupère, que je répète assez souvent, qui est celle, tu sais, de la dépressurisation de cabine en avion, où on nous fait très clairement passer le message de s'il y a un problème, les masques tombent et il faut d'abord les mettre sur son visage avant de les mettre sur le visage de son enfant ou du proche qu'on peut accompagner. Et du coup, derrière, par rapport à ce que tu exprimes avec ces risques et ces phénomènes d'épuisement, qu'est-ce qui fait que selon toi, quand on joue ce rôle, on n'arrive pas forcément à être... Je pense que la valeur morale, c'est ce que dit Boris Cyrulnik, je pense que vous connaissez tous. Boris Cyrulnik est un grand monsieur de la psychologie. Il a vraiment explicité que cette vigilance que nous avons pour notre proche est une responsabilité morale. Et le fait que nous soyons en culpabilité aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de penser voilà, si on ne fait pas, on abandonne. On abandonne son proche. Donc on est dans une mécanique de culpabilité qui est très forte. Or, c'est très important de se nourrir soi pour nourrir correctement l'autre. Si une louve ne va pas se nourrir, elle ne pourra pas allaiter tous ses petits. Donc c'est vrai que ça rappelle à notre esprit que notre estime de nous-mêmes et les soins que nous devons porter à nous-mêmes est très important. Parce qu'un aidant fatigué, un aidant épuisé, un aidant qui ne recharge pas ses batteries, ça rappelle à notre esprit que notre estime de nous-mêmes et les soins que nous devons porter à nous-mêmes est très important. Parce qu'un aidant fatigué, un aidant épuisé, un aidant qui ne recharge pas ses batteries, il va servir à rien. C'est pour ça que je dis souvent, les aidants ne sont pas malades, sauf si justement ils tombent dans la double peine et qu'ils ne font pas attention à leur état de santé. Ils sont épuisés. Et c'est très facile de remonter quelqu'un. Si on choisit des personnes professionnelles qui connaissent le parcours et le dossier de la personne fragilisée, on peut le laisser en conscience et en confiance. Et nous aussi, donc, pouvoir prendre du plaisir et du répit. On va pouvoir revenir dessus. Séverine, quand on a préparé l'échange, tu parlais aussi de la culture judéo-chrétienne aussi, qui fait qu'en tant qu'aidant, on ne va pas forcément s'écouter. Oui, oui, je pense qu'on est effectivement au niveau sociétal, on entend beaucoup d'injonctions là-dessus et pour aussi aller et rejoindre Céline, c'est aussi accepter pour faire cette pause. En fait, il faut accepter effectivement que tout ne soit pas parfait et faire confiance en fait avec d'autres, alors des professionnels, des gens autour, mais souvent des professionnels. Et c'est ce qui permet c'est ce droit au répit, en fait, c'est ce qui permet de se ressourcer, c'est ce qui permet de faire cette pause indispensable. Et c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, mais aujourd'hui, c'est pas rare de voir des aidants qui meurent avant la personne aidée ou qui ont des gros problèmes de santé. Et pas plus tard que ce midi, je déjeunais avec une amie médecin. Bon, elle est cardiologue, elle me disait, mais le nombre d'aidants en fait, que je reçois et qui souhaitent pas en fait, recevoir la totalité des soins, donc qui ne vont pas en soins de suite après, parce qu'ils ont la personne aidée à la maison et qui ne s'autorisent pas du tout à faire cette rééducation globale.
et donc replonge puissance 10 en fait. Et donc on rentre dans un cercle vicieux. Voilà. Ouais, il y a effectivement des études de la Haute Autorité de Santé sur le sujet. Et comment faire, comment on peut essayer de se réapproprier ce rôle dans cette optique de pouvoir trouver un équilibre et que ça soit tangible? Au-delà de la philosophie qu'on peut y apporter, comment on peut vraiment essayer de l'inscrire, entre guillemets, dans son quotidien? En fait, il faut le temps pour soi, il peut être de différentes manières. Ça peut être lire, faire du sport, s'octroyer un temps pour soi sur ses centres d'intérêt. Donc, je dirais déjà par rapport on le sent, après on le sent en soi, on sent quand on arrive à se ressourcer, faire une balade en forêt, quoi. S'octroyer des plages, en fait, des plages pour vraiment se poser et se reconnecter à soi-même. Pour pouvoir mieux rebondir derrière et mieux avancer. Donc ça, c'est, je dirais, tout ce qui passe par le physique. Après, il y a toutes les services d'aide qu'il peut y avoir quand on a besoin d'avoir de l'aide administrative, de l'aide financière, aller peut-être dans des CCAS de la mairie, selon, là, en plus, on brosse, je dirais, l'aidant familial dans sa globalité, que ce soit donc le handicap, la maladie ou la dépendance. Donc là, c'est vraiment, voilà, trouver en fait comment se faire accompagner par les bonnes personnes autour de soi et accepter, voilà, enlever, je pense aussi, travailler sur cette culpabilité qu'on a, hein, de prendre du temps pour soi, là je pense que c'est important. Puis après, pour d'autres, se faire accompagner peut-être sur un plan beaucoup plus psychologique, psychocorporel. Voilà, il existe aujourd'hui, on a de la chance, il existe pléthore de choses, il y a plein de choses qui existent, donc chacun va y trouver, je dirais, l'approche qui lui convient au mieux par rapport à ses propres besoins. Alors, effectivement, ce que j'ai perçu justement suite à la répercussion et l'impact sur le corps, c'est qu'on est soumis, on est inondé par le cortisol, cette hormone qui est l'hormone du stress. Donc, effectivement, ça a un impact sur le cœur, donc beaucoup de problématiques cardiovasculaires, des stress qui sont révélés par voilà, une baisse immunitaire, un sommeil qui n'est pas de qualité, etc. Donc, pour contrer le cortisol, il y a tout un tas de propositions, comme l'évoque Séverine, psychocorporelles. Il y a des choses très simples, caresser un chat, caresser un chien, caresser un cheval. Et voilà, toutes les techniques paramédicales ou alternatives, comme on appelle, qui sont tout ce qui peut être massage taille, pas le tonique, hein. Le massage avec des huiles chaudes, par exemple, c'est extrêmement délassant et vous ne sortez pas groggy avec le massage taille, c'est ça qui est intéressant. Le shiatsu aussi, qui se fait sur le corps habillé, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une disposition compliquée, de se déshabiller, etc. Ce sont des acupressions par la pulpe des doigts du praticien. Et donc, on va aller détendre tous les nerfs majeurs du corps. Et je peux vous assurer, moi, je suis quelqu'un qui dort extrêmement bien. J'ai encore mieux dormi après une séance de shiatsu. Vous pouvez aller sur l'association Shiatsu de France, il y a des personnes qui se déplacent chez vous. Donc, vous pouvez, par exemple, dire à votre proche, voilà, je vais prendre un temps pour moi, et vous faites en sorte de trouver le moment où la personne se repose, où elle est heureuse à écouter la radio, ou qu'elle est en train de faire quelque chose dans le plaisir, et vous octroyez ce temps-là, parce que vous verrez que le bénéfice sera global. Ce ne sera pas que pour vous. Le fait que vous soyez détendu, etc., et que l'univers aussi, enfin que ce temps de détente, il sera perçu par la personne fragilisée. Et donc, vraiment, il peut y avoir une forme d'apaisement. Moi, ça m'avait beaucoup surpris quand la personne avait donné un shiatsu à mon fils, qui avait à l'époque 8-9 ans. C'est un enfant qui a des troubles du comportement avec beaucoup de colère. Il peut me frapper parce qu'il vivra ses émotions comme un enfant de 2 ans. Et ça peut arriver justement sur des personnes fragilisées, qui ont des troubles cognitifs, quand il y a des refus de soins ou quand il y a des grands mouvements de colère parce qu'ils se sentent dans la maladie et qu'ils trouvent que c'est injuste, ou que voilà, ils sont dépressifs, ils sont déprimés.
le fait de voir votre proche aussi accueillir un massage en shiatsu, vous allez voir votre proche se détendre. Et donc, vous allez avoir une autre relation qui peut s'installer, c'est-à-dire une autre voie possible, justement pour aller dans l'acceptation et de la maladie et vous de votre aidant, c'est-à-dire de justement trouver cet équilibre, parce qu'on n'est plus dans une situation classique. Ce que j'entends de toutes les deux, c'est que finalement, c'est aussi pouvoir prendre un temps de pause pour s'interroger. Et vous avez donné plein d'exemples sur les petits plaisirs ou la douceur, en tout cas, qui pourraient fonctionner pour soi, et chacun est différent. Et d'essayer de trouver comment on peut associer ce plaisir ou ce besoin, cette douceur, au moment qui serait le plus adapté Oui. et d'essayer de s'engager dans cette voie-là. Et effectivement, j'ai envie de rajouter une chose, c'est que si vous n'arrivez pas à lâcher prise, parce que, pardon, je vais être un peu partiale, mais je m'adresse aux hommes, vous êtes dans des injonctions où vous devez toujours tenir, vous devez toujours être sur le pont. Et ce n'est pas simple que de laisser son proche. C'est un travail de déliaison qu'il faut faire. S'occuper d'un proche, ça ressemble un petit peu à s'occuper d'un enfant de 6 mois. C'est-à-dire que même s'il est dans la pièce à quelques mètres de vous, vous avez des antennes, c'est-à-dire que vous percevez s'il y a un silence qui est anormal. Ou, voilà, c'est-à-dire qu'on est comme ça dans cette acuité, cette sensibilité de ce que peut faire ou dire ou penser son proche, parce qu'on est vraiment des doubles pour eux. Et donc, s'autoriser du plaisir, quand c'est difficile, commencer par des choses très petites. Ça peut être un carré de chocolat, ça peut être un café, mais bien. Un café, on est sur le balcon et on regarde pendant un quart d'heure un oiseau s'agiter sur une branche. Vous voyez, il faut vraiment essayer de positionner déjà cet espace finalement dans la tête. Et petit à petit, vous allez attraper ce fil et encore une fois, en tant que professionnel, je vous allume les feux verts. Je vous dis, non seulement il faut le faire, mais essayez, essayez. Et le cheminement, que votre guide soit votre plaisir. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez adolescent? Qu'est-ce qui vous fait plaisir en tant qu'adulte? Essayez de récupérer vos rêves, de récupérer ce que vous aimez. Quand vous allez au restaurant, qu'est-ce que vous choisissez comme menu? C'est pareil. Voilà. Osez le plaisir. Ce n'est pas un luxe. Surtout pas pour vous. Pour pouvoir arriver à s'octroyer ces pauses, ces plaisirs dont on parle là, il y a une chose, je pense, qui est importante aussi à la base, c'est d'accueillir vos émotions. Donc là aussi, c'est un peu la casquette de thérapeute qui parle, mais il ne faut pas lutter contre ces émotions. C'est-à-dire qu'on oscille quand on est dans familial, beaucoup entre la peur, la tristesse, la colère, puis après des sentiments, beaucoup de honte, de culpabilité. Voilà, il y a tout un cheminement, on passe de l'une à l'autre. Et celles-là, quelque part, elles sont là pour votre bien aussi. C'est-à-dire qu'il faut les accepter, les écouter, et qu'en général, quand il y en a une qui arrive, c'est de se dire, justement, c'est le moment peut-être de marquer une pause. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lutter, parce qu'en fait, on lutte contre soi-même. Donc, c'est peine perdue, c'est énergivore, et comme le disait Céline, on sécrète beaucoup de cortisol, qui est voilà, une hormone vraiment pas terrible pour la santé, c'est pas une super amie. Donc accueillez voilà les émotions qui vous traversent, elles sont normales. On a le droit de dire qu'on en a marre quand on est aidant, et il faut s'autoriser à le dire. Voilà. Oui, c'est légitime et je rajoute juste un mot, c'est que ça nous renseigne sur ce qui se passe. Moi, j'ai été là à 50 ans, j'ai osé me remettre devant qu'est-ce que c'est une émotion. J'ai écouté les masterclass de Fabrice Midal, qui est un spécialiste de l'hypersensibilité. Et il a aussi ouvert une école de méditation. Moi, je ne peux pas méditer. En tant qu'aidante, c'est un peu compliqué de méditer. Mais c'est très intéressant parce qu'il dit qu'effectivement, l'émotion, c'est comme un nuage. Elle va venir et elle va passer. Mais elle est en train de nous expliquer quelque chose. Si on est en colère, si on déroule le fil de la colère, qu'est-ce qu'on a au bout? C'est une valeur. C'est un besoin qui n'est pas satisfait.
Donc, effectivement, derrière l'émotion, il faut chercher le besoin. Vous avez besoin de quoi? De sécurité, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin d'une réponse. Essayez d'identifier ce besoin. Et à partir de ça, les professionnels, si vous leur posez la question en disant j'ai besoin d'eux, peut-être qu'ils n'auront pas la réponse, mais ils vont chercher ou essayer de bricoler quelque chose. Et vous pouvez justement poser la question à votre famille, parce que vous n'êtes pas seul, justement pour vous remettre dans votre positionnement. Est-ce que vous êtes le mari? Est-ce que vous êtes l'oncle? Est-ce que vous êtes le cousin? Est-ce que vous êtes l'auxiliaire de vie? Est-ce que vous êtes l'enfant? Et voilà, essayer de retrouver sa place et se dire voilà, là c'est trop. Est-ce que vraiment vous pourriez sur ce sujet-là me donner un coup de main? Et est-ce que justement c'est ces moments en fait où on est en colère, fatigué, voire épuisé, est-ce que c'est des moments où on peut, se poser ces questions-là, en tout cas, sur ses limites? Est-ce que c'est un bon moment pour y Oui, aller? Ouais, oui. Pour moi, ça doit être l'alarme, quoi. En fait, après, ça s'apprend, hein, quelque part. C'est un apprentissage ça, c'est un vrai apprentissage de connaître ses émotions, essayer de comprendre à quoi elles correspondent, qu'est-ce que ça implique chez soi. Là encore, chacun est singulier. Mais alors, il ne faut pas attendre, c'est souvent trop tard. Il ne faut pas attendre d'être débordé non plus par l'émotion, parce que là, l'émotion, il faut quand même mieux la gérer et attendre qu'elle soit un peu adoucie avant de se poser de façon rationnelle. Mais c'est apprendre à se connaître. C'est apprendre à se connaître et à savoir comment on fonctionne. Alors, moi, j'ai compris la question autrement. Effectivement, quand mon fils William se met en colère dans la rue, parce que voilà, il a toujours faim, donc il va rentrer dans la boulangerie, il va attraper le pain au chocolat et il va l'enfourner dans sa bouche. C'est vrai que dans ces moments de crise extrême, c'est vrai que je ne peux pas. On est pris dans une tornade. Et effectivement, comme tu dis, Séverine, c'est un apprentissage. Au début, on n'est pas aguerri parce que c'est tout nouveau. On lui dit, mais non, il ne faut pas que tu manges parce que sinon, ça va te faire 345 calories, tu vas devenir énorme. Je ne peux pas. Là, tout ce que je peux faire, c'est déjà m'excuser auprès de tout le monde parce qu'il il a volé quelque chose et qu'il a croqué dedans, c'est une attitude inadaptée. Et puis, je parle très calmement, j'essaye de récupérer son regard pour pouvoir rentrer en contact avec lui. Et puis, tout doucement, j'essaie de l'emmener vers la sortie et je ne fais que gérer une temporalité que je vais reprendre ensuite à froid. Et c'est vrai qu'on se l'était dit, souviens-toi, Séverine, pendant cette préparation du café, tu as dit ce mot très bien, qu'il faut être extrêmement transparent avec nos proches. Il y a un moment donné, quand le proche s'énerve ou que vous n'êtes pas bien, on s'assoit, quoi qu'il se passe, s'il y a un rendez-vous avec le médecin, s'il faut monter dans le taxi parce qu'il y a un rendez-vous, quelque chose, il y a une espèce de pression comme ça, qui peut être morale aussi, on s'assoit et on dit, écoute, là, ça va pas. Qu'est-ce que tu en penses? Même si la personne ne peut pas répondre. Moi, j'ai étudié en tant que psychologue, quand vous parlez à un bébé, il ne comprend pas les mots, mais il comprend l'enveloppe sonore des mots. C'est ce qu'on appelle la prosodie. Donc même une personne qui est en déficience cognitive, qui est une personne très âgée, ou une personne qui est emmurée en elle-même parce qu'elle a une maladie, elle va entendre que vous prenez soin d'elle et que vous prenez soin du moment. Je ne veux pas me battre avec toi. Je n'ai pas envie qu'on se retrouve dans cette situation-là de souffrance. Est-ce qu'on peut essayer de se parler là, s'il te plaît? Moi, voilà, j'ai 50 ans, j'ai très envie d'aller boire un thé là. Donc, est-ce que c'est possible? Et puis, vous laissez un silence. Et puis, vous voyez comment l'autre réagit. Puis même, il y aura un regard, il y aura quelque chose. En tout cas, il y a une chose aussi très belle que j'ai entendue dans un colloque. La douleur, c'est du lien. C'est-à-dire que quand l'autre souffre ou que vous souffrez, c'est que voilà, il y a une communication qui a été troublée effectivement par la maladie, par l'accident, par l'annonce d'un diagnostic. Donc, de temps en temps, nous les aidants, on est obligés de faire cet arrêt et de poser des questions et dire, écoute, moi là, ce que je ressens, ça va pas. Moi, je sens que ça va. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux qu'on continue comme ça? Tu veux qu'on se batte? C'est ça que tu veux? Tu veux pas aller voir ta famille? Tu veux couper tous les liens? On a le droit de respecter. Peut-être que la personne, elle a plus du tout envie de prendre un thé, de se montrer défigurée parce qu'elle a, je ne sais pas, une atrophie du visage ou qu'elle vient de se faire opérer, etc.
Alors, à un moment donné, peut-être qu'il faut qu'on accepte tous que, voilà, c'est comme là, par exemple, ce Noël, j'ai dit, moi, je ne pourrai pas venir en famille. Je suis désolée. Ici, chez moi, dans ma maison, on marche au plafond. Mon fils, il mange en 1 minute 42. Je ne vois pas comment je peux m'asseoir 3 heures pour un repas de Noël. Voilà, c'est dur, c'est une acceptation qui peut être très lourde, mais c'est faire quelques pas en arrière pour positionner et revenir au calme, revenir à l'apaisement et revenir à soi et rendre à César ce qui appartient à César. La maladie de votre proche n'est pas votre maladie. J'entends là dans ce que vous dites, c'est que finalement, il y a un peu de, enfin, pas tant de moments en type, mais en tout cas, il y a ces moments où on peut prendre le temps pour se questionner, Oui, se faire un temps de pause, se demander où est-ce qu'on en est, oui, s'interroger sur ses plaisirs, ses limites, essayer aussi de s'entourer. Vous avez parlé des professionnels qui existent, aussi de la famille, sur les ressources qu'on peut trouver, et essayer de mettre en place ces choses-là. Et après, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a aussi ces moments qui sont en fait, sa vie quotidienne d'aidant, en fait. Enfin, c'est les moments où on est aidant à 300%, on va dire, oui, oui, ou votre encouragement, ce que j'entends, c'est d'accueillir finalement ce qui se passe. On ne peut pas aller à contre-courant. Finalement, oui. on l'est aidant. Donc, Ouais. même et parfois, dans ces situations difficiles, il faut pouvoir les accueillir. Et l'encouragement que j'entends, c'est de pouvoir partager son émotion et ses limites, finalement. Là, je ne peux pas aller plus loin maintenant. Voilà. Et ça ne veut Exact. pas dire qu'il va y avoir un arrêt. Au contraire, Au c'est comme contraire. Ouais. ce que font les grands sportifs. J'ai regardé une émission, un documentaire sur Usain Bolt. Bon, il met un genou à terre, mais il se relève, il essaye de réfléchir, etc. Il se remobilise. Il y a une remobilisation. Et ça, c'est très important parce qu'on va trouver des nouveaux appuis. À un moment donné, je me disais, mais comment on fait pour faire marcher un enfant de 2 ans? Moi, je ne suis pas professionnelle. Et la kiné qui me répondait m'a dit, on va partir de là où il en est. J'ai trouvé ça, ça m'a fait beaucoup de bien. On va regarder où on en est. Il a le bras droit qui marche bien, la jambe gauche qui marche bien, mais on va s'appuyer sur ces deux choses-là. Sur ces moments-là, ces étapes, ces émotions. Parfois, on parle de cycle. Euh, Par quelles étapes on passe ou on doit passer pour pouvoir pleinement accepter, au mieux en tout cas, ce rôle? C'est vrai, on a pas mal parlé des deuils. Oui, Alors, l'être humain est bien fait, hein, c'est une machine à deuil. Hein. On est des machines à deuil, on en fait tous les jours. Mais il y a des moments, il y en a aussi qui sont un peu plus difficiles à faire que d'autres. Donc là, ne pas hésiter à effectivement aller chercher de l'aide, se faire accompagner. Puis après, là encore, le cerveau il est très bien fait, c'est-à-dire que c'est de l'apprentissage. Et une fois que vous avez fait des deuils, bah, vous avez plus l'habitude d'en faire. Et les situations qui arrivent de façon récurrente, c'est ce qu'on disait l'autre jour avec Céline. En fait, notre vie, donc nous, on est vraiment, on en parle aussi avec notre casquette de maman d'enfants handicapés. C'est-à-dire que la vie va être une succession de deuils. En fait, les premiers pas qui ne feront pas quand un enfant n'est pas marchand, les premiers mots qui ne sont pas là, les goûters d'anniversaire, les premières colonies, l'entrée à l'école. Vous voyez, tous ces moments clés d'une vie, des étapes de vie, bah, qu'il faut réussir en fait à surmonter. Et le travail est plus ou moins long selon les personnes. Chacun a son rythme, mais ce sont des phases vraiment indispensables. Indispensables pour vraiment être là pour accompagner au mieux la personne qu'on accompagne. Voilà. Corinne, tu peux nous redire les étapes du deuil justement après une annonce de diagnostic? On est en état de sidération et Ouais. ensuite, Oui, donc en fait, effectivement, donc tu as la première étape en fait qui est le choc, hein, donc en fait le choc quel qu'il soit, donc qui provoque un état de sidération, donc ça va être le choc du handicap, de la maladie, de l'accident, il peut se passer vraiment plein de choses, l'accident de la vie de façon générale. Puis après, bah, vous avez en fait, on va dire cette étape, donc là il y a plusieurs courants de pensée, mais on s'accorde à peu près pour dire qu'il y a 7 étapes dans un deuil. Et après, bah, vous avez la phase de déni, de ce déni qui est indispensable. Vous dites, mais non, ça s'est pas produit, c'est pas possible. Ça arrive aux autres, mais pas à moi. Et ensuite vient la colère. Après la colère, bah, vous avez la résignation, la tristesse, et puis après cette phase d'acceptation qui va arriver. Donc c'est vraiment en fait une courbe, hein, le deuil. Et en fait, c'est cette phase d'acceptation qui permet de construire ou de se reconstruire derrière. Et en fait, c'est quand on commence à ruminer que vous passez. Alors,
c'est pas schématique, hein, c'est un jour on est dans le déni, un jour c'est la colère, on va jusqu'à la résignation, la tristesse, et puis on revient sur le déni parce qu'on boucle. Voilà, je dirais chaque personne est vraiment différente, et c'est ces étapes-là qu'il faut accompagner. Et quand on sent alors que ça boucle trop et que ça pourrit entre guillemets le quotidien, c'est là où il faut vraiment se faire aider, avoir un soutien en fait pour pouvoir surmonter ça. Après, voilà, ces étapes-là sont nécessaires, elles sont longues, ça prend plus ou moins de temps selon le sujet. Voilà. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a cette question des multiples deuils. Il y a le deuil du handicap qui est majeur, mais derrière ces autres deuils, et que finalement, autour de cette question de trouver son équilibre, trouver ses ressources, on ne pourra pas le faire de la même manière en fonction de là où on se situe dans les étapes que tu as décrites. Bien sûr. Et bien sûr, mais de toute façon, la personne qui va rester dans la colère, là, effectivement, c'est là où on sécrète beaucoup d'hormones néfastes, c'est là où on est c'est énergivore, c'est là où on est dans le ressentiment, on en veut à la terre entière. Voilà, c'est vrai qu'elle est contre-productive quelque part, cette colère. Elle est nécessaire dans l'étape, il ne faut pas rester sur la colère. On peut s'en servir aussi, hein. Voilà. On peut s'en servir aussi, parce qu'il y a beaucoup d'aidants qui deviennent j'ai envie de dire, des aidants experts, et qui vont à un moment donné voilà, c'est pas du tout correct ce qui se passe en France, et qui vont changer des choses. Il y a là aujourd'hui, par exemple, il y a tout un consortium d'hommes qui se sont réunis pour monter une association pour parler du cancer chez les hommes, chose qui n'a pas été faite depuis toutes ces longues années. Parce que c'est vrai que ça incombe souvent plus aux femmes de parler des problématiques du soin, du corps, etc. Alors que poser des mots sur les situations difficiles ou extrêmes, ça va vous permettre de vous organiser. C'est pour ça que quelquefois, il suffit de juste 1 ou 2 ou 3 rendez-vous avec un psychologue. Vous identifiez la problématique, vous posez des mots, vous déposez votre valise dans un endroit neutre où vous n'êtes pas jugé, et vous pouvez repartir dans la vie avec de nouvelles ressources. Comme on disait ce mot que j'aime beaucoup, se remobiliser. Voilà. Si on peut donner un sens justement à cette aidance, c'est de dire que voilà, il peut y avoir des moments de creux, mais voilà, il y a des professionnels et il y a des façons de faire très simples dans la journée, comme on disait, de piocher un petit bout de plaisir et dire voilà ce que comment je m'appelle, c'est quoi ma vie, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je ne veux pas ou ce que je ne peux pas apporter. Et puis à partir de là, on construit ce qu'on appelle un projet de vie. Voilà. C'est vraiment se remettre en mouvement quand tout est bloqué ou figé, en fait. Et, quel conseil vous donneriez à quelqu'un, on va dire, qui devient aidant? C'est toujours un mot très particulier de dire je deviens aidant, ou alors j'en prends conscience, ou alors la maladie, voilà, la maladie est là. Quel conseil vous donneriez à cette personne pour qu'elle puisse se préserver tout en continuant à assumer ce rôle? Est-ce qu'il y a des choses à dire ou au contraire des choses à ne pas dire? Et moi, là, ce qui me vient tout de suite, parce que par rapport à ce dont on est en train de parler depuis 3/4 d'heure, là, j'aurais envie de dire, prends soin de toi pour bien prendre soin de l'autre, pour mieux prendre soin de l'autre. Moi, je dis toujours en riant qu'il faudrait donner une panoplie de militaires à l'aidant. J'aurais voulu qu'on me prépare, qu'on me dise, voilà, ça va être un sacré marathon, mais on va être là pour vous aider. Vous savez, comme quand les cyclistes vont faire une grande montée, ils ont des aides sur le parcours. On leur lance des bouteilles d'eau, on leur lance une barre énergétique. Voilà. Être aidant, ce n'est pas se retrouver seul et se flageller en disant que notre vie va s'arrêter. C'est une vie qui peut s'amplifier, qui va s'enrichir, mais c'est vrai qu'il faut oser tendre la main. Tendre la main pour demander à l'aide, c'est pas simple, ça s'apprend, mais on peut le faire en étant soutenu. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire aux aidants, c'est de se faire confiance, parce qu'ils ont un lien très proche justement avec leur aidé, et que l'instinct aussi est quelque chose d'extrêmement puissant. Vos instincts,
ils vont vous faire des choses, mais vous n'avez pas idée. Donc voilà, essayez de transformer ce qui vous a... En psychologie, on appelle ça la sublimation. Vous avez l'impression que vous êtes dans un magma, que vous êtes dans quelque chose de compliqué, mais ça me fait penser à un moment donné, j'ai dit, je vais regarder la maladie de mon fils en face. Moi, j'ai pas fait le judo, mais je sais que dans le judo, on utilise la force de l'autre pour y arriver, vous voyez. Et c'est pas dans une idée d'anéantir l'autre. On peut pas annihiler la maladie, on peut pas l'effacer. C'est bien trop, ça nous dépasse. Mais justement, on va prendre la force de la maladie et puis on va en faire quelque chose. Voilà. Merci Céline et Séverine pour vos interventions riches et inspirantes qui, j'en suis sûre, donneront des repères à notre communauté. Rendez-vous sur le site maboussaledent.fr pour retrouver des ressources évoquées lors de ce café, comme les plateformes de répit ou les groupes de soutien et de parole les plus proches de chez vous. Pour suivre nos actus, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube. À bientôt!